Lors d'accidents de la circulation, on distingue les personnes décédées des blessés et des indemnes. Les tués sont les personnes qui décèdent sur le coup ou dans les 30 jours qui suivent l'accident. Les blessés hospitalisés sont les victimes admises comme patients dans un hôpital plus de 24 heures. Les indemnes sont impliqués dans l'accident mais n'ont aucune séquelle. La gravité d'un accident se caractérise par le nombre de tués dans 100 accidents corporels. On remarque ainsi que l'année 2009 a été particulièrement grave pour les motocyclistes, avec le nombre de tués le plus important de ces 5 dernières années, ainsi que la gravité la plus élevée. Les deux roues motorisées représentent environ 1% du trafic pour plus de 20% des victimes d'accidents mortels. Dans ce contexte d'accidentalité très préoccupant, la réglementation de ces dernières années s'est renforcée pour l'usage des deux roues et plus particulièrement pour la catégorie des 125 cm3 et des 3 roues en nette augmentation. Le conducteur est soit titulaire de la catégorie B, voiture, depuis au moins 2 ans et a suivi une formation pratique d'une durée de 7 heures, soit titulaire de la catégorie A ou A1. La majorité des conducteurs tués le sont au guidon d'une moto de grosse cylindrée. Les usagers de motos légères sont 5 fois moins impliqués dans des accidents mortels. Le milieu urbain dans lequel ils circulent est aussi plus favorable car si les accidents sont plus fréquents, ils sont également moins graves. 3/4 des accidents se produisent en agglomération, mais la gravité des accidents est 3,8 fois plus élevée en rase campagne qu'en milieu urbain. Les accidents les plus graves ont donc lieu hors agglomération et hors intersection. Une caractéristique spécifique des accidents de motocyclette est l'importance et la gravité des accidents où la motocyclette est seule impliquée. Ce risque maximum concerne les plus grosses cylindrées où la prise de risque est souvent due à une surestimation de ses propres capacités. Les accidents les plus graves ont lieu hors intersection. Près de 3 motocyclistes sur 4 sont tués à la suite d'accidents survenus hors intersection qui sont généralement 3 fois plus graves que ceux qui se produisent en intersection. Il existe 2 types d'accidents impliquant un 2 roues motorisé avec une autre catégorie. Ceux où le conducteur de 2 roues percute l'autre usager surpris et ceux où l'usager de 2 roues est percuté par l'autre usager. C'est par exemple le cas à l'approche d'une intersection où le 2 roues est masqué par un panneau ou par un arbre ou encore parce qu'il arrive trop vite sur l'intersection. L'évaluation des vitesses faite par l'autre conducteur est alors erronée et il coupe alors la route aux 2 roues. L'autre type d'accident provient lors de changement de direction d'un automobiliste qui n'indique pas son changement de direction ou le fait trop tardivement. Ces accidents ont également pour origine l'absence de contrôle dans les angles morts des autres usagers. En 1998, la vitesse moyenne pratiquée par les motocyclistes se situait au-dessus de la vitesse moyenne réglementaire et au-dessus de la vitesse moyenne pratiquée par les automobilistes. Depuis l'apparition des mesures de contrôle-sanction automatisées, les vitesses moyennes ont baissé et sont inférieures aux vitesses réglementaires, sauf encore en agglomération. Le pourcentage de motocyclistes dépassant les limitations de vitesse est proche de celui des automobilistes. Ce sont sur les routes départementales et en agglomération que le non-respect des vitesses est spécifique aux motos. Cette pratique engendre une différence de vitesse importante avec les autres usagers qui provoque des conséquences graves en cas d'accident et reste un facteur déclenchant. Le risque d'accident mortel est 20 fois supérieur pour un motocycliste à distance égale parcourue que pour un automobiliste. Le kilométrage moyen de cette catégorie est de près de 5000 km par an, pour environ 3 fois plus pour les automobiles. Le Centre européen d'études de sécurité et d'analyse des risques a publié une étude très enrichissante dont les principaux résultats sont: 1/3 des accidents de motards sont à l'origine de l'élément initiateur de l'accident contre 2/3 pour les automobilistes.
L'infrastructure n'est en cause que dans 2%, même si elle reste un facteur aggravant. 12% des accidents sont dus à un excès de confiance du motard. Une autre étude, menée par l'INRETS en 2010, a rendu compte des typologies d'accidents récurrents des motocyclistes légers, dont voici le facteur principal dans les 9 situations suivantes. Un usager ne perçoit pas le deux roues en tournant à gauche. Le deux roues dépasse un usager par la gauche à la hauteur d'une intersection où l'on peut tourner à gauche et l'usager s'engage. Le deux roues arrive à une intersection où un obstacle à la visibilité masque son approche à un usager qui décide de traverser la chaussée. Un usager arrêté le long de la chaussée ou en stationnement s'insère à l'approche du deux roues sans le percevoir. Le deux roues remonte une file de véhicules à l'arrêt par la gauche, alors qu'un usager à la hauteur d'une intersection où l'on peut tourner à gauche s'engage. Le deux roues détecte trop tardivement la traversée de la chaussée d'un piéton. Le deux roues remonte une file de véhicules à l'arrêt par la gauche, alors qu'un piéton traverse la chaussée. Les usagers masquant le piéton, le deux roues le détecte trop tard. Le deux roues aborde un virage à une vitesse ne lui permettant pas de conserver le contrôle de son véhicule. Il percute un obstacle fixe ou un usager arrivant en sens inverse. Le deux roues circule avec une forte alcoolémie et perd le contrôle sans autre cause. Les pneus agissent sur la route comme des balais évacuant les saletés et l'eau présents au sol. Ils s'adaptent également au profil de la route, mais plus les pneumatiques sont usés et plus leur qualité s'atténue, voire s'annihile. Un pneumatique sans sculpture rend la conduite d'un deux roues extrêmement dangereuse, tant au freinage qu'à l'accélération ou lors d'inclinaison. L'inclinaison du revêtement, appelée dévers de la chaussée, permet d'éliminer les eaux stagnantes en les évacuant sur les côtés. Cependant, de fortes précipitations provoquent un écoulement d'eau plus important qui ne peut être évacué. Les sculptures des pneumatiques, prévues pour drainer l'eau et maintenir leur adhérence au sol, sont alors saturées, c'est l'aquaplaning. Ce risque est éliminé en présence d'un enrobé drainant qui absorbe l'eau par des micro-fissures dans la chaussée. On reconnaît ce revêtement routier par l'absence de projection d'eau derrière les véhicules. Des températures très basses sont également synonymes de risque de verglas. La présence à proximité de la route de rivières, de l'Orée d'un bois, sont autant de signes de zone froide et donc de présence possible de verglas. On mesure l'adhérence sur une échelle de 0 à 1. 0 est l'absence d'adhérence, on vole. 1 est égal à 2 objets collés. L'adhérence au sol est donc dépendante de l'état des pneumatiques et des organes agissant sur le freinage, comme la suspension, les pneus et le système de freinage. On considère qu'un coefficient moyen sur route sèche est d'environ 0,7, mais qu'il chute à 0,4 lorsqu'il est humide. L'extrême est atteint en présence de verglas, de boue ou si le revêtement fond. Il est alors d'environ 0,1. Ce coefficient d'adhérence est impossible à connaître avec précision. Il provoque pourtant des décélérations très variables, puisqu'une moto peut freiner de 36 km/h par seconde à moins de 20 km/h par seconde par temps sec, selon la qualité de l'adhérence. Souvent associé à la pluie, le vent latéral agit sur les véhicules comme sur les voiles d'un bateau. Il les pousse ou les aspire sans que nous puissions agir efficacement sur notre direction. L'orée d'un bois, la sortie d'un tunnel ou le lieu d'un dépassement sont autant d'endroits où le vent latéral peut survenir et déporter le deux roues. Même en pleine journée, la luminosité et la visibilité peuvent être réduites.
Une pluie forte ou du brouillard diminue le contraste du paysage et dégrade ainsi la vision. L'eau a tendance également à stagner sur la visière du casque, formant un voile filtrant la visibilité. C'est notamment le cas avec les fines gouttelettes dans le brouillard. La présence d'autres usagers impose l'utilisation des feux de croisement afin de ne pas les éblouir. Si un autre usager reste en feu de route, il faut alors l'avertir par un bref appel de feu de route et réduire sa vitesse afin de se réadapter aux conditions de visibilité plus faibles et au risque d'éblouissement. L'œil s'adapte la nuit en se dilatant pour absorber un maximum de luminosité. Il en devient très vulnérable s'il est alors exposé à une forte source de lumière. La perception de la route va alors disparaître au profit d'une tache lumineuse qui va persister encore plusieurs secondes après la disparition de la lumière. Si la route tourne à ce moment, c'est le tout droit. L'homme est fait pour voir le jour. L'acuité visuelle est divisée par 3 la nuit. Notre vision des objets est ainsi grandement altérée. On ne distingue plus que des silhouettes. On met beaucoup plus de temps pour reconnaître les indices de nuit qu'en plein jour. L'évaluation des distances et des vitesses est faussée. Les 180 degrés de champ visuel que nous avons à l'arrêt sont bien loin. La nuit, ce champ est semblable à un tunnel de quelques degrés. Nous ne percevons plus la périphérie. L'intensité lumineuse des feux de croisement et de route est différente afin d'éclairer sans éblouir ou au contraire d'offrir le maximum de visibilité. Les feux de croisement auront donc un éclairage asymétrique éclairant au plus à 30 mètres vers la gauche de l'axe longitudinal du véhicule, alors qu'ils pourront atteindre les 50 mètres vers l'accotement. En feu de route, ils offrent un éclairage symétrique d'au moins 100 mètres, à condition qu'il soit réglé, propre et récent. Les forts changements d'assiette d'une moto, accélération ou freinage, réduisent considérablement la distance d'éclairage. Lors d'un freinage, l'écrasement de la fourche fait plonger le deux roues sur l'avant, réduisant selon le débattement de la fourche de près de la moitié la distance éclairée. En inclinaison, selon la forme de ces phares, on verra plus ou moins bien l'intérieur du virage. Un phare rond éclaire plutôt large mais peu loin, un rectangulaire plutôt loin mais pas large, alors que les phares trapézoïdaux cumulent les avantages. Pour rester maître de sa vitesse et donc de son véhicule, on doit en permanence contenir sa distance d'arrêt dans la distance de visibilité. Ce principe simple est toutefois sujet à erreur au quotidien. La principale source d'erreur provenant de son évaluation de la distance d'arrêt. À titre d'exemple, les feux de croisement permettent d'éclairer à une quarantaine de mètres, or, au-delà de 70 km/h, la distance d'arrêt dépasse 40 mètres. Cela signifie qu'une vitesse plus élevée ne nous permettra pas de nous arrêter à temps en cas d'obstacle sur la chaussée. Le matin, le lever du soleil aveugle le conducteur qui se dirige vers l'est. L'éblouissement est tel qu'il aveugle le conducteur plusieurs secondes et lui fait perdre tous ses repères de trajectoire. Cette situation devient critique si le conducteur ne l'a pas anticipé à l'approche d'une courbe où l'éblouissement survient en pleine trajectoire. Évidemment, cette contrainte est identique le soir en direction de l'ouest. Il est ainsi souhaitable d'avoir une visière fumée filtrant les rayons du soleil. Il existe aujourd'hui une large gamme de casques qui est équipée de ce type de visière. Beaucoup de modèles de casques sont aujourd'hui commercialisés afin de démonter la visière sans outil. Ces casques sont à privilégier afin de pouvoir changer sa visière selon la luminosité, car l'emploi d'une visière teintée de nuit est extrêmement dangereux. Plus on connaît un lieu et plus nous nous sentons en confiance. Ainsi, en cas d'absence de visibilité, ce n'est plus la vision qui nous offre la perception de la route, mais l'image mentale que nous avons de ce lieu.
Il est très facile, en effet, de se représenter mentalement un itinéraire que nous connaissons parfaitement bien, au même titre que nous pouvons nous diriger dans une pièce de notre domicile, en plein noir, sans que nous heurtions un meuble. Il faut donc conduire en fonction de la visibilité offerte et non de la connaissance de la route, au risque d'une allure particulièrement inadaptée. La connaissance parfaite d'un itinéraire nous fait sous-évaluer la vitesse en des lieux sans visibilité, comme à l'approche de virages, d'intersections, de sommets de côte. Le champ visuel est la zone perçue par notre regard sans déplacement de la tête. Ce champ d'environ 180 degrés est composé de deux parties, la vision centrale et la vision périphérique. La vision périphérique est altérée par la vitesse et provoque une zone floue ne permettant plus la détection d'indices. Ainsi, plus on roule vite et moins on perçoit correctement son environnement. C'est ce qui explique en partie les limitations de vitesse graduelles entre l'agglomération, la route et l'autoroute. En agglomération, la vitesse est réduite et est adaptée à la recherche constante d'indices latéraux fréquents. Hors agglomération, cette nécessité est moindre en ligne droite, mais équivalente à l'approche d'intersection. Tout ce qui est facilement interprétable comme un panneau, un feu tricolore, un agent, est appelé indice formel. La connaissance de la règle suffit à résoudre les situations rencontrées. Là où cela se complique, c'est lorsque nous devons interpréter les intentions des autres usagers. La conduite d'un deux roues, plus que tout autre véhicule, implique d'être acteur de sa conduite et ne pas se reposer sur la simple application des règles de circulation. Seule la vigilance et l'expérience peuvent nous aider à les résoudre. En adaptant son allure aux indices rencontrés, on crée un espace sans aucun danger tout autour de la trajectoire de son véhicule. On peut se le représenter comme un coussin de sécurité entre nous et les autres usagers. Afin d'éviter tout risque d'erreur d'interprétation, il faut communiquer par tous les moyens dont on dispose. Pour que cette communication soit efficace, il faut permettre aux autres usagers d'avoir le temps nécessaire de comprendre notre intention. Une indication de changement de direction est donc efficace si les usagers autour de nous ont le temps nécessaire de la comprendre. Un temps minimum de 2 secondes doit s'écouler entre le déclenchement du clignotant et le changement de direction ou d'allure pour tourner. Communiquer, c'est aussi vérifier que notre message a bien été perçu par les autres. Un conducteur qui tournerait la tête en direction opposée à la nôtre a peu de chances d'avoir perçu notre signal. Il faut donc avertir, mais aussi s'assurer que notre message a bien été perçu par l'usager. La recherche du regard avec l'autre usager permet de s'assurer s'il nous a vus et ainsi réduire grandement les risques d'incompréhension. Chaque catégorie d'usagers a ses propres caractéristiques de déplacement, de mobilité, d'accélération, de vulnérabilité. Notre comportement doit donc chaque fois se modifier lorsque nous rencontrons d'autres usagers. L'exemple le plus concret de cette difficulté est le changement de direction d'un poids lourd avec semi-remorque. Pour tourner à droite, il est obligé de se déporter à gauche avant de se rabattre pour tourner. Bien des deux roues, voire des automobilistes, sont surpris par cette manœuvre. Pour pallier à ces incompréhensions, un espace de sécurité plus important doit être laissé. Le moindre choc avec un véhicule peut avoir des conséquences mortelles. Les enfants et les personnes à mobilité réduite, comme les handicapés et les personnes âgées, sont particulièrement vulnérables. En ce qui concerne les enfants, leur immaturité, tant psychologique que physiologique, les amène à prendre des décisions surprenantes, telles que traverser la route pour rejoindre un parent. Pour les personnes à mobilité réduite, ils peuvent ne pas percevoir auditivement ou visuellement un usager circulant à proximité d'un passage piéton. Il faut donc être
particulièrement attentif à leur approche et diminuer sa vitesse afin de réduire sa distance d'arrêt. Les deux roues non motorisées ont comme particularité d'être peu stables et donc susceptibles de changer de trajectoire brutalement, comme au passage d'un trou sur la chaussée. Ils n'ont en général pas de rétroviseur et ne peuvent donc pas détecter des usagers qui les rattrapent. En outre, leur faible vitesse de déplacement est un danger important en rase campagne lorsque la visibilité est faible. Leur vitesse de déplacement crée une forte différence d'allure avec les autres usagers motorisés. Cet écart, appelé différentiel de vitesse, est un facteur aggravant d'accident. Ce risque est d'autant plus grand en rase campagne, où les cyclistes circulent souvent en peloton sur la chaussée. Malgré leur formation validée par un brevet de sécurité routière depuis 1997, leurs attitudes et comportements sont parfois surprenants. Leur inexpérience de la route est un facteur de surrisque supplémentaire. En agglomération, leur grande maniabilité les incite à des dépassements dangereux, notamment par la droite. L'accélération et le faible encombrement des motos et leur vitesse de pointe en font la catégorie d'usagers la plus impliquée proportionnellement à leur nombre dans les accidents de la circulation. Les pratiques du deux roues sont très hétérogènes. De l'usager quotidien d'un deux roues au conducteur très occasionnel pour le loisir, les usages varient autant qu'il y a d'usagers. Le risque majeur est celui de ne pas être perçu à cause d'une différence de vitesse trop importante avec l'autre usager. L'accident le plus typique est le changement de direction à gauche sans clignotant ou mis trop tardivement. Il faut prévoir à leur arrêt la traversée de piétons pouvant provenir aussi bien de gauche que de droite. Lorsqu'ils circulent, leur porte-à-faux avant balaie une large étendue venant bien souvent sur la voie inverse de circulation. Outre le manque de visibilité qu'ils nous procurent, leurs trajectoires tiennent compte de leur gabarit. Il ne faut donc pas s'étonner de les voir s'écarter à gauche pour tourner à droite et ainsi ne pas tenter de les dépasser lorsqu'ils manœuvrent. La longueur et l'absence de rétroviseur intérieur leur confèrent un angle mort arrière très important. Tout dépassement de poids lourd doit donc s'effectuer après s'être annoncé ou s'être fait voir clairement. La sécurité publique ou les secours d'urgence utilisent la route à des fins d'intervention vitale. On adapte notre placement afin de leur céder le passage. L'écoute et la perception des signaux des véhicules d'intervention impliquent nécessairement de repérer leur présence et de tenter de dégager leur passage. N'oublions jamais qu'un jour, nous pourrions les attendre. L'énervement et le stress sont difficilement quantifiables dans les accidents de la route. Cependant, il est indéniable que plus nous sommes détendus et plus notre conduite est adaptée. Nous sommes à tour de rôle piétons, automobilistes, motocyclistes, et pour autant, notre façon d'être change selon notre moyen de locomotion. Si nous apprécions, lorsque nous sommes piétons, que les automobilistes nous facilitent le passage, faisons en sorte d'améliorer la courtoisie entre usagers lorsque nous sommes motocyclistes. Le casque est la protection essentielle du motard. Deux normes d'homologation existent et figurent obligatoirement sur l'étiquette intégrée au casque. Il est ensuite impératif d'en vérifier la taille. Il ne doit pas flotter, ne pas réduire le champ visuel. L'arrière de la coque ne doit pas toucher les cervicales et la jugulaire, ne doit pas pouvoir passer devant le menton. Le casque intégral est fortement recommandé pour sa protection parfaite. La ventilation du casque permet l'hiver d'éviter la formation de buée sur la visière et l'été d'évacuer la chaleur. Enfin, le système d'attache de la visière est facilement démontable sans outil et rapidement. Le pilote a la possibilité de changer de type de visière selon la luminosité. La principale difficulté de la conduite réside dans la perception des indices et plus particulièrement en deux roues de l'état de la chaussée. Une visière mal entretenue crée des halos dangereux de nuit ou lors de contre-jour.
Il faut donc la nettoyer fréquemment, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. De l'eau chaude et un chiffon suffisent à éliminer les traces gênantes. S'il n'existe pas de vêtements obligatoires, les constructeurs se sont penchés sur leur utilité en cas d'intempéries et de chute. Les vêtements sont de préférence visibles et munis de protection aux articulations et notamment le long de la colonne vertébrale. Certains sont même équipés de dispositifs de gonflage qui protègent la nuque et le dos en cas de chute pour diminuer les lésions. Leur revêtement doit permettre une bonne imperméabilité, mais aussi assurer une aération convenable. Les chaussures doivent avoir une semelle antidérapante, une bonne tenue de la cheville et un renforcement du coup de pied. Le transport d'objets et de bagages en 2 roues est toujours un moment délicat. Où les placer? Comment les répartir? Puis les attacher? Autant de questions à anticiper avant le trajet, car un objet mal placé entraîne une modification importante du centre de gravité. La tenue de route s'en trouve alors fortement perturbée. Guidonnage, déséquilibre, il est impératif de vérifier l'arrimage des objets transportés. Certains 2 roues sont équipés de coffres de rangement sous la selle ou par des valises intégrées à la carrosserie. D'autres nécessitent d'adapter des accessoires optionnels tels que sacoche, valise ou top case, valise arrière de porte-bagages. La sacoche de réservoir est le meilleur additif à une moto. Les valises latérales permettent de répartir le poids de chaque côté sans élever le centre de gravité. Lorsqu'elles sont chargées, le pilote compense l'augmentation de la charge par une meilleure utilisation du frein arrière. Le top case est l'accessoire le plus perturbant pour l'aérodynamisme de la moto et son équilibre. Le contenu transporté doit être léger. Le sac à dos est à proscrire, car il augmente le poids supporté par le pilote lors de freinage, d'accélération et d'inclinaison. Son contenu pourrait également s'avérer extrêmement dangereux pour la colonne vertébrale en cas d'accident. Plus un revêtement est rugueux, plus il maintient le véhicule sur la chaussée, et à l'inverse, plus il est lisse, plus il est vulnérable aux intempéries ou à la stagnation des salissures. L'aquaplaning ou hydroplanage est ainsi plus fréquent sur autoroute où la largeur de la chaussée limite l'évacuation de l'eau que sur une route où l'eau s'évacue plus facilement. À une certaine vitesse, les sculptures du pneumatique n'arrivent plus à évacuer l'eau. La densité d'eau étant très variable, il est presque impossible d'anticiper cette perte d'adhérence. Une seule solution, réduire significativement son allure. Même si le revêtement est de bonne qualité, la présence d'éléments extérieurs comme des gravillons, du sable ou de la boue réduisent l'adhérence qu'il offre. Tous les éléments qui viennent s'intercaler entre le revêtement et les pneumatiques sont autant de facteurs de perte d'adhérence. L'observation de la chaussée est primordiale pour le conducteur. Les accès aux installations souterraines en agglomération sont peu dangereux lorsqu'ils sont de petite taille comme les plaques d'égout. Ils sont beaucoup plus dangereux lorsque ces accès sont rectangulaires et dépassent le mètre, car ils provoquent une perte d'adhérence suffisamment importante pour provoquer la chute. Si l'on ne peut pas l'éviter, ne pas freiner ou changer de direction en les traversant. Pour l'évacuation de l'eau et des saletés, les routes sont convexes ou relevées sur un côté de la chaussée. Le conducteur doit identifier ce profil de la chaussée et adapter sa vitesse, notamment à l'approche des courbes et virages. L'action combinée de la force centrifuge, du transfert de masse et l'adhérence au sol peuvent faire glisser la moto. C'est notamment le cas sur les anneaux de sens giratoire où la vitesse doit être réduite pour tenir compte du plan incliné de la chaussée. Des températures élevées peuvent faire fondre le bitume. Certaines parties de la chaussée, comme les réparations partielles, deviennent extrêmement glissantes et s'apparentent alors à une adhérence similaire au verglas. Il est repérable par son aspect brillant et la trajectoire doit l'éviter pour ne pas chuter. Le marquage au sol peut s'avérer glissant sous la pluie ou lors de fortes chaleurs en réduisant l'allure et l'inclinaison. La perte d'adhérence est insignifiante. Il ne faut en aucun cas freiner par peur de glisser.
L'énergie cinétique est l'énergie mécanique liée à la vitesse de déplacement d'un objet. Le déplacement à l'aide d'un véhicule motorisé implique d'atteindre des vitesses que le corps ne pourrait accepter en cas de décélération brutale. C'est ce qui se passe lors d'un choc contre un obstacle fixe. L'énergie emmagasinée par la vitesse de déplacement est alors bien supérieure à ce que peut supporter le corps humain. Ainsi, plus la décélération s'effectue en un temps court et plus le corps est contraint à des efforts considérables. La biomécanique a permis de mesurer la résistance humaine lors de chocs et d'en comprendre les conséquences. Ainsi, la gravité d'un accident se mesure par la violence du choc lié à la décélération subie par l'usager. Si le squelette résiste jusqu'à une certaine vitesse, le système sanguin ne peut supporter des décélérations trop violentes. Les hémorragies internes provoquées par le choc d'un accident sont à l'origine du décès. L'intensité des décélérations critiques, mesurées par les laboratoires spécialisés en accidentologie, ont permis de démontrer qu'un individu en bonne santé ne pouvait supporter sans traumatisme grave une décélération de 10 G, soit 100 mètres secondes par seconde. La mort est certaine lors de décélérations supérieures à 20 G, soit 200 mètres secondes par seconde. Ainsi, un choc contre un obstacle indéformable est mortel au-delà de 32 km/h. L'énergie cinétique étant proportionnelle au carré de la vitesse, on comprend l'importance du choix de l'allure dans les situations de conduite.